Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme ActenMatch. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinars sur les sujets d'innovation. Donc aujourd'hui, on aborde le sujet des enjeux et opportunités de la maintenance prédictive pour les filières de la transformation du caoutchouc. Donc plusieurs intervenants sont présents autour de cette salle virtuelle pour en débattre. Donc, seront intervenants aujourd'hui Amélie Bru-Chambet, qui est chargée de projet pour le compte d'Elastopol, Franck Checchi, cofondateur de Valuable Data. Bonjour. Bonjour Franck. Et Abel Kéchou, qui est directeur technique de GTK et qui interviendra sur la mise en œuvre de la solution développée par Valuable Data. Et ensuite, Antoine Hubot prendra la parole sur la fin de l'intervention pour parler de l'accompagnement d'Elastopol sur ce sujet. Donc, avant de passer la parole à Amélie, je voulais vous donner quelques informations sur l'interface. Donc, vous voyez au milieu, vous allez avoir votre présentation qui va être diffusée. Vous avez la possibilité, par les boutons plus, moins et plein écran que vous voyez, de configurer en fait la taille de la présentation à votre goût. Donc, ça peut être utile quand vous avez beaucoup de contenu dans une présentation. Vous pouvez élargir la présentation et même la mettre en plein écran. Vous pouvez également décider de mettre la webcam d'un des intervenants en cliquant dessus en plein écran ou de la réduire en cliquant sur le bouton moins. Alors, vous avez sur la gauche également un bouton qui est important pour vous, qui est le bouton conversation. Donc, c'est la petite bulle avec les deux lignes horizontales. Donc, ce bouton-là va vous permettre d'interagir avec les intervenants. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir accès à un canal qui s'appelle Tous. Et en bas à gauche, vous pouvez poser vos questions ou faire vos commentaires pendant le webinaire. Elles seront donc visibles par l'ensemble des participants. S'il y a des questions autour du sujet, on les traitera plutôt en fin d'intervention. Donc, mais n'hésitez pas à les poser dès le début pour qu'on puisse voir aussi où est-ce qu'on va devoir apporter des compléments d'information. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce chat le plus possible. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole à Amélie. Je reste connectée de mon côté et si jamais il y a des questions d'ordre technique, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bon webinaire à tous. Merci. Bonjour à tous, donc je me présente Amélie Bru-Chambet, je suis chargée de projet Elastopol et je m'occupe principalement moi, de la région donc Auvergne-Rhône-Alpes, d'où Valuable Data est issu. C'est pour ça que c'est moi qui vais vous présenter voilà, les enjeux et la stratégie d'Elastopol sur toutes les problématiques d'industrie 4.0. Donc sur la partie innovation, on est au cœur et sur tous les enjeux marché et pour la filière caoutchouc. Hop, c'est bon. Donc, on a toute la partie matières premières, efficacité énergétique et procédés éco-efficients, l'industrie 4.0, donc l'allègement, renforcement, durabilité, donc tous les enjeux marchés, avec des verrous technologiques identifiés, donc toute la partie chimie du végétal, la digitalisation de la chaîne de valeur, qui est l'objectif aujourd'hui, fonctionnalité des sous-ensembles, les problématiques réglementation REACH et tous les problèmes de recyclage, dévulcanisation. Le pôle donc a structuré l'innovation autour de 6 axes thématiques majeurs. Donc, on a matières premières avancées, toutes les problématiques d'assemblage multimatériaux, développement durable, les produits et systèmes intelligents, toutes les problématiques marché et nouveaux usages, et le thème donc d'aujourd'hui, les procédés, l'industrie 4.0, avec les principaux sujets qui sont tout ce qui est procédés de transformation à haute valeur ajoutée, la fabrication additive, mélangeage, vulcanisation, injection, l'analyse et la simulation, prototypage, numérique et big data, digitalisation des données. Donc c'est pour ça que nous avons accompagné Valuable Data sur le montage d'un projet sur la maintenance prédictive. Et donc maintenant, Franck va vous présenter donc les différentes problématiques, enjeux et les solutions qu'ils peuvent apporter. Voilà, bonne journée. Bonjour à tous et merci à Elastopol de nous donner la possibilité de présenter Valuable Data en tant que nouvel adhérent d'Elastopol et une nouvelle société globalement. Vous allez voir d'où on vient et où nous souhaitons aller. Et merci aussi à Abel pour sa participation et son témoignage dans le cadre de ce webinaire. C'est très encourageant et un vrai motif de fierté
de pouvoir être là en face de vous. Donc, une présentation de Valuable Data, bon, très rapidement. Valuable Data a été créé officiellement par le biais des éléments juridiques en novembre 2017, mais le projet de l'offre de Valuable Data est né en mars 2017 autour de 4 associés. Alors, vous voyez, 4 quinquas globalement, donc avec un peu de bouteilles, notamment dans l'industrie et dans les systèmes d'information. Et on s'est posé la question sur la base des expériences et des retours d'expérience qu'on avait de la disponibilité des données et de l'incapacité dans laquelle les PME et les ETI se trouvaient d'utiliser ces données, de réfléchir et de construire une offre autour de la capitalisation et de l'utilisation de ces données. Donc, on a décidé structurellement d'accompagner les PME et les ETI parce que c'était aussi notre ADN dans la digitalisation de leurs biens d'équipement et de leurs biens de production. On a décidé très vite aussi et très rapidement d'aller vers la maintenance prédictive et la maintenance prévisionnelle parce qu'on pensait que c'était un levier très accessible et rapidement accessible pour aller vers la digitalisation dans la mesure où les solutions existaient. Donc, quand on parle de maintenance, ce que je vous propose évidemment de vous manifester par le chat et de répondre à toutes les questions, bien sûr, à la fin de ma présentation. Donc, la maintenance prédictive ou prévisionnelle, on entend plusieurs termes pour la définir. Alors, dans le monde de la maintenance, on a la maintenance préventive, c'est en prévention d'une défaillance. C'est par exemple, on change sa courroie de distribution de sa voiture en fonction du nombre de kilométrage qu'on peut voir au compteur. Donc ça, c'est du préventif. Et la maintenance curative, c'est souvent le drame. C'est la catastrophe qui fait que du coup, on doit gérer en pompier quelque chose qui crée de gros problèmes. Donc la maintenance prédictive ou prévisionnelle, c'est les moyens, c'est se donner les moyens d'anticiper les risques de défaillance d'un système, d'un outil de production, d'anticiper son risque de panne, mais aussi globalement ses dérives et ses dysfonctionnements. Alors, fort de cette idée, on a fait le tour du marché, on est allé voir plusieurs de nos contacts et on leur a demandé dans quelle mesure ils percevaient cette offre comme pertinente. Et c'est là qu'on a évidemment rencontré Abel et Jefika. Donc, je ne l'ai pas mis sur l'écran parce qu'il est directement en live présent ici. Mais on a rencontré aussi Guillaume Pin du Joint Technique. On a rencontré Rodolphe Boré d'Easy, qui est un concepteur de centrales hydrauliques. On a rencontré Johan Bourgerie, qui lui transforme du plastique, mais dans des métiers assez proches de ceux des vôtres. On a rencontré des prescripteurs, on a rencontré des gros, Michelin. Tous nous ont confirmé que notre approche était pertinente. Tous nous ont confirmé qu'il était pertinent d'adresser les PME et les ETI. Et les axes, on va dire, d'intérêt, on les trouvait à 2 niveaux, tant dans la capacité que la maintenance prédictive permettait d'optimiser l'outil de production et de gagner en marge opérationnelle, mais aussi dans la capacité qu'elle permettait de se différencier par rapport à la concurrence et donc de gagner des parts de marché et d'être offensif par rapport au marché et différenciant. Alors concrètement, de quoi parlons-nous ? Là, on va prendre l'exemple de Jefika et évidemment, Abel sera beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Concrètement, le cas d'usage numéro 1 autour de la maintenance prédictive ou prévisionnelle, c'est permettre de réduire les arrêts ou les défaillances au sens large de la chaîne de production sur la base d'informations qui proviennent des équipements, qui proviennent du système d'information. L'intérêt, c'est d'anticiper évidemment le risque de panne. Notre solution, on en parlera plus tard si vous le souhaitez, permet aujourd'hui, sur la base de retour d'expérience qu'on a sur des compresseurs, d'anticiper à 20 jours un risque de défaillance sur on va dire un référentiel de 3 ans de données associées à ces compresseurs. Donc l'intérêt évidemment pour l'industriel, et Jefika et Abel pourra nous confirmer, c'est d'améliorer sa marge opérationnelle évidemment en réduisant les arrêts et la qualité et en améliorant la qualité de sa production. Ça permet de rendre un meilleur service à ses clients, donc à se différencier, à les fidéliser. Ça permet aussi d'augmenter son chiffre d'affaires. Ça, c'est un retour que nous a fait Guillaume Pin notamment, puisqu'il considère qu'en optimisant le fonctionnement d'une de ses presses, il pense pouvoir augmenter de 20% le chiffre d'affaires associé à cette presse, par exemple.
Donc, voilà les bénéfices attendus quand il s'agit de piloter une chaîne de production. Deuxième cas d'école, cas de figure ou use case, quand on est soi-même producteur d'un bien, d'un équipement, d'une machine spéciale, c'est de proposer à ses clients de piloter l'usage qu'ils font du bien de production en question. Et là, pour le coup, Easy, qui est un concepteur de centrales hydrauliques, utilise nos solutions pour piloter pour le compte de ses clients les centrales hydrauliques qu'il met à leur disposition. Donc, il sait identifier les bonnes données à communiquer et sur ces bases-là, il apporte un service à valeur ajoutée à son client. Il augmente aussi, ou il se différencie, donc il est plus intéressant par rapport au marché et il génère du chiffre d'affaires récurrent pour le coup à valeur ajoutée pour son entreprise. Et troisième use case, dans la mesure où je suis en capacité de piloter une machine chez un client, je suis en capacité d'obtenir l'information sur l'ensemble du périmètre que représentent mes clients utilisateurs de ma solution. Et donc, je sais capitaliser ces informations à la fois pour apporter un meilleur service et de meilleurs produits à ses clients, optimiser son catalogue et se différencier là encore. Voilà, donc trois business case, trois use cases, pardon. Le premier, le fondamental, qui est d'optimiser son outil de production en réduisant les défaillances. Le deuxième, c'est quand on est producteur soi-même de machines spéciales, d'apporter un service à valeur ajoutée à son client et de piloter pour son compte le bien d'équipement qu'on met à sa disposition. Et le troisième, c'est de capitaliser et d'utiliser l'ensemble des données qui sont mises à sa disposition quand on est industriel pour optimiser son offre et son service. Donc concrètement, comment ça marche? On dispose d'informations aujourd'hui, et pour le coup, on en parlera avec Abel, mais on peut partir des informations qui sont déjà disponibles dans les biens d'équipement qu'on pilote. C'est le parti pris qu'on a pris avec Abel, avec GEFICA et avec Savoie International et avec le joint technique. D'identifier sur la base d'un grand nombre d'indicateurs. Je crois qu'en ce qui concerne la presse que nous pilotons chez Abel, on parle de 27 indicateurs. C'est d'identifier des comportements cohérents de la machine. On voit que, par exemple, sur ce graphe, on regarde 4 indicateurs. Ces 4 indicateurs permettent de générer un certain nombre de comportements qu'on a labellisés en les appelant A, B, C, E, D, etc. Et on voit comment la machine évolue dans le temps et quels sont les comportements qu'elle permet d'identifier. Et dès qu'on va avoir une transition, dès qu'on va avoir une nouvelle occurrence, dès qu'on va avoir un nouveau comportement, dès qu'on va avoir un état atypique, on va avoir une alerte et il va falloir traiter cette alerte. Voilà structurellement comment fonctionne. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut démystifier le sujet. En fait, on parle de mathématiques et de probabilités et c'est bien ça qu'on traite dans la maintenance prédictive. Une fois qu'on a identifié un élément atypique, on le traite évidemment. Soit on le traite parce qu'il considère effectivement annonciateur d'une défaillance en réalisant une opération de maintenance, donc on anticipe la panne. Et après on va pouvoir regarder les comportements qui ont précédé l'occurrence de cet état déviant et pour pouvoir encore mieux anticiper son occurrence. Soit le comportement est jugé normal, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un faux positif. Ça peut arriver effectivement qu'on alerte pour rien. À ce moment-là, on sait qu'on a alerté pour rien et la prochaine fois que ce comportement se produira, il sera plus considéré comme défaillant et le système aura appris de cette information. Alors, nous avons un parti pris très très volontaire, et puis parce qu'on adresse les PME et les ETI, c'est de proposer un progiciel qui encapsule un algorithme. Donc la solution, la logique, les mathématiques sont embarquées dans une solution qui se veut d'usage facile et adapté aux utilisateurs. Et c'est bien ce qu'on a construit avec nos clients premiers utilisateurs de la solution. Donc, encapsulé, on sait collecter les données, les restituer, on sait paramétrer la solution en fonction des équipements qu'on va pouvoir piloter. On est capable de piloter tout type d'équipement. Donc, la solution se veut agnostique en matière d'équipement à piloter. Et c'est bien ce principe-là qui a été structurant pour la conception de notre progiciel. Ça nous permet de proposer une politique éditoriale évolutive qu'on va pouvoir prioriser grâce aux besoins et aux attentes de nos clients.
Ça nous permet de rendre un service standard qui sera effectivement parfois limité, mais en tout cas qui présente l'intérêt de répondre au plus grand nombre et de permettre aux PME, aux ETI de bénéficier d'un service qu'un data analyst, par exemple, dans les équipes pourrait produire, mais qu'il est parfois souvent difficile d'embarquer dans une équipe d'une PME et d'une ETI. Et voilà, c'est pouvoir hiérarchiser, prioriser, mutualiser les investissements et la roadmap ou l'évolution qu'on souhaite donner à la solution. Alors là, c'est un ancien écran, je pense que Abel, tu le reconnais même, enfin tu le reconnaîtrais, c'est le précédent en fait, mais qui permet de donner une visibilité des informations que la solution permet de restituer. Là, on a une vision globale de l'équipement. En l'occurrence, il s'agit d'une presse à injection en caoutchouc sur laquelle on a une vision globale qui est verte, donc pas de risque à date. Une vision du coût total qui a été opéré sur cette machine grâce à l'information qui a été communiquée et aux alertes qui ont été passées. Et puis, un risque de défaillance à date qui, là aussi, est nul. Et à côté, on a quelques vignettes qui permettent de piloter les tendances associées au parc. Là, donc, on pilote une seule machine, mais ça permet aussi de relativiser le nombre d'alertes par rapport au nombre de machines, puisqu'effectivement, plus on a de machines, plus on a l'alerte, mais c'est un ratio qu'il faut suivre parce que c'est pas parce qu'on en a plus qu'on a plus de risques, plus de machines qu'on a plus de risques. On arrive à suivre aussi le coût réalisé concrètement en termes de maintenance associé aux informations qui ont été communiquées par le logiciel versus celui qui était prévu. On suit aussi les vrais et faux positifs, puisque effectivement le système, le logiciel peut alerter à tort. Donc il faut regarder cet indicateur pour être encore plus efficace sur les prédictions et les prévisions que peut fournir le logiciel. Et puis on suit également la durée et le nombre d'arrêts de production associés aux informations provenant du logiciel. Voilà, donc ces vignettes, dans leur forme et dans leur fond, ont été conçues avec nos premiers clients dans le cadre d'ateliers, un UX/UI, et l'objectif, c'était d'effectivement rendre le meilleur service et proposer la solution adaptée aux utilisateurs. Ensuite, quand on rentre dans le détail et qu'on veut avoir une vue opérationnelle de l'information, on voit à gauche en haut, ici, alors je ne sais pas si je peux pointer, ouais, avec le petit crayon, ici, hop, les différents clusters, les différents états par lesquels passe la machine. On voit qu'ils sont numérotés. On n'a pas des lettres, on n'a pas associé des lettres ici, mais bien des chiffres. Et on voit par exemple que le comportement 3 est un comportement qui présente une occurrence beaucoup moins importante que les autres clusters. Là, il s'agit effectivement de 3% du comportement machine de la machine, sur la période étudiée. Et alors pardon, ça c'est pas moi. Et du coup, on va regarder un peu plus précisément à la fois comment la machine s'est comportée dans le temps, c'est cette information-là, et puis on va pouvoir zoomer sur la base des indicateurs et des capteurs qu'on voit ici, la façon dont la machine s'est comportée dans cet état 3, ici. Hop, excusez-moi, je ne suis pas très habile avec le crayon. Et voir quels sont les écarts qu'on peut analyser, qu'on peut identifier par rapport au comportement auquel correspond cet état. Voilà les principes pour démystifier tout ce dont on peut entendre parler en termes d'intelligence artificielle. On parle bien effectivement de machine learning, on parle bien de deep learning. Là, on est sur la base d'une solution qui traite l'information concrètement et qui la restitue. Je vais enlever le crayon. OK. Ensuite, concrètement, comment une démarche projet autour de la maintenance prédictive ou prévisionnelle peut se dérouler? Tout d'abord, il faut faire un état des lieux, identifier la machine à surveiller et la prioriser, définir les informations dont on dispose, celles qu'il faut collecter en plus, imaginer aussi, c'est important, les impacts organisationnels avec en termes de métier autour de la maintenance, de la qualité de la production, parce qu'on se rend compte qu'une solution de maintenance prédictive
concerne ces 3 métiers de l'entreprise et les contraint en quelque sorte, c'est 12 contraintes, mais les contraint à communiquer ensemble. Ça se passe dans le cadre d'un atelier qui peut se tenir sur 1 à 3 jours en fonction du cadre et qui donne lieu à un dossier de cadrage et une proposition de mise en œuvre qui on déroule ensuite sur l'ensemble de ces axes-là et qui permet ensuite de mettre en œuvre la solution et de la piloter sur les semaines qui suivent. Alors, si on doit retenir quelques points qu'on considère, nous, comme forts et structurants de notre démarche, d'abord, il s'appuie sur un retour d'expérience qui est celui des associés que nous sommes et des créateurs de Valuable Data. Ensuite, on est effectivement dans une logique innovante mais très concrète. On n'est pas resté au fond du garage pour développer une solution, on l'a construite avec nos clients et grâce à eux. On est effectivement dans une logique d'innovation technologique qui ne nécessite pas de stockage de données ni de reconstruction du modèle puisque le système va pouvoir se mettre à jour au fil de l'eau. On ne parle pas de solution MES, on n'a pas besoin de temps réel non plus, même si on est capable de le produire, puisqu'il s'agit d'anticiper une panne le plus tôt possible, donc on n'est pas à la minute, sinon c'est dommage, on n'anticipe pas la panne, on la traite. Et puis, bon, effectivement, qui permet de générer de nouveaux usages, notamment quand on est concepteur ou producteur d'une machine spéciale. On propose des solutions nouvelles à ses clients. Il y a aussi un impact environnemental important, notamment dans le monde du caoutchouc, c'est de réduire, si on réduit les défaillances d'un outil de production, on a pour conséquence directe et attendue de réduire les rebuts. Et puis, effectivement, nous sommes volontairement, structurellement, nativement impliqués dans une logique collaborative, puisque nous avons construit cette solution avec nos clients et qu'on souhaite poursuivre l'évolution de cette solution ou la faire évoluer en parfaite adhésion et collaboration avec le marché qui est le nôtre et nos clients. Donc, en synthèse, et pour faire le lien avec Gefika, nous avons construit cette solution avec 3 clients que j'en profite pour remercier. Gefika, Savoie International et le joint technique, pour les citer très précisément. Nous pilotons aujourd'hui une presse Maplan chez Gefika, pour donner l'exemple et encore faire la transition avec ce que va évoquer Abel. Et nous avons la fierté d'avoir été labellisés, notre solution a été labellisée par Elastopol, donc ce qui, pour nous, est un gage de reconnaissance et de crédit sur notre offre. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des questions. Oui, il y a eu quelques questions, mais on les traitera peut-être après l'intervention de Abel, si vous voulez bien. Oui, bonjour à tous. Donc, Abel Kéchou. Alors, je suis désolé, je ne serai pas à l'écran avec vous aujourd'hui, mais en tout cas par la voix. Donc, je suis, comme l'a présenté tout à l'heure Franck, donc directeur technique, directeur général de la société Gefika. On est une PME de production de pièces caoutchouc, principalement par les procédés de moulage, injection, compression, d'où la fameuse presse Maplan qu'évoquait Franck dans sa présentation. Tout d'abord, je tiens à remercier Franck de me permettre aujourd'hui d'exprimer en tout cas le témoignage qui est le nôtre sur cette aventure. On a aujourd'hui effectivement fait le choix d'accompagner l'équipe avec donc le joint technique et Savoie International, mais aussi avec Rodolphe, sur cette maintenance. Alors, Franck sait par habitude que je parle souvent de maintenance anticipative plutôt que de maintenance prédictive. Tout simplement parce que le terme de maintenance prédictive existe déjà dans les différents dictionnaires et qu'il est souvent associé à des méthodes déjà pratiquées de longue date dans les industries et que l'objet, en l'occurrence, des travaux qui sont conduits ensemble aujourd'hui est de nature plutôt à permettre d'anticiper les éventuelles défaillances avec ce qu'a démystifié Franck autour de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle et que je ramène assez souvent à de l'intelligence réelle, c'est-à-dire mise au bon service, en tout cas, des besoins qui sont les nôtres.
aujourd'hui, je suis également plutôt ravi également de faire ce témoignage dans le cadre de la profession, parce que au travers d'Elastopol, on a la possibilité d'évoquer et d'échanger sur des besoins qui sont communs. On a fait le choix, nous, de nous orienter sur des process qui sont des process assez standards et génériques dans notre métier, qui sont notamment ceux de l'injection. Et on a retenu, on avait à un moment le choix de partir sur des machines de type Maplan, de type REP. On a les deux sur nos sites en France, en Tunisie. On a retenu la presse Maplan pour le cas d'école. Pour une première raison, c'est que c'est une presse de dernière génération. Mais Franck le précisera si toutefois la question est posée, mais on peut adapter bien sûr et implémenter la solution sur des machines de toute génération. Là, l'idée pour nous, c'était de partir sur une machine qui était prédisposée déjà à recevoir une solution de ce type-là, notamment avec des capteurs préexistants sur un certain nombre de paramètres clés, et de venir y associer donc cette notion de collecte, de traitement de l'information, et derrière ensuite de pouvoir nous permettre d'en tirer à la fois des prévisions et des conclusions. Notre intérêt, il était double. Je crois que Franck l'a dit également dans la présentation, en tout cas à la fin quand il parlait de rebut. Notre objectif, le slide sur GEFICA présentait effectivement l'intérêt de limiter les arrêts, etc. Il y a vraiment l'aspect purement maintenance, mais au-delà de ça, c'était également la maîtrise du process et du procédé, et le terme de rebut y est bien associé, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir également, en parallèle de ce suivi qui est fait des équipements, de pouvoir associer certains états, comme ça a été dit tout à l'heure, A, B, C ou 1, 2, 3, etc., de pouvoir associer certains états à certains comportements ou certaines observations qui peuvent être faites en production sur des phénomènes qui ne sont pas toujours expliqués ou explicables de manière, j'allais dire, basique. Je donne un exemple tout bête. Dans le cadre de la maîtrise aujourd'hui des équipements, on peut avoir en process un pilotage qui se fait sur un paramètre de type pression. La machine va être capable sans aucune difficulté, et le technicien également sans aucune difficulté, de suivre ce paramètre et de réagir en cas de dérive. Témoignage qui était très instructif. Alors, est-ce que je propose qu'on passe à la présentation d'Elastopol pour clôturer la partie présentation et puis qu'on s'intéresse ensuite aux questions-réponses. Donc, clairement, pour nos participants, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et donc, je mets la présentation pour Antoine. Tu es là, Antoine? Non, c'est Amélie. Ah, d'accord. Je croyais que c'était Antoine qui faisait la partie finale. Oui, la finale sur les projets européens. Donc, comme vous le savez, donc Elastopol accompagne toutes les entreprises avec une offre de service. Donc voilà, de manière générale pour tous les membres de notre réseau. Donc il y a toute la partie rencontre des acteurs et de la filière, mise en relation. Toute la partie donc projet, aide au montage de projet et l'accompagnement au développement économique. Donc le projet donc PM2 service via Valuable Data donc a bien participé d'un financement au niveau national de BPI France. Nous nous accompagnons de l'émergence du projet donc via nos journées techniques, les groupes de travail qui peuvent être mis en place, toute la veille scientifique, toutes vos idées que vous venez nous voir pour vous chercher un partenaire. Donc on vous aide également à constituer le consortium, voir sur quel guichet de financement il est possible d'aller en fonction de la taille du projet, de son périmètre, ses objectifs. Donc tout projet trouve un financement à différentes échelles, donc que ce soit une échelle régionale, nationale, voire européenne. Après, le pôle est là avec un comité d'experts pour vous permettre d'échanger et d'évaluer le projet, donc de donner son avis avec des académiciens, donc laboratoires
et des industriels, donc une dizaine d'experts pour échanger en vingtaine de minutes sur le projet et comment peut-être l'améliorer et voir les différentes voies possibles. Nous sommes également là, donc chaque chargé de projet sur les 5 régions sur lesquelles nous avons un bureau. Nous sommes là donc sur le suivi de projet, pour les réunions annuelles. On vous accompagne pour le bon suivi du projet, et ensuite donc présentation, valorisation des résultats, les retours d'expérience, organisation de webinaires, participation à différents colloques, forums ou journées techniques du pôle pour mettre en avant donc vos projets. Depuis la création du pôle donc en 2008, on est à peu près donc à 205 projets labellisés et accompagnés, donc 92 financés. Donc une expertise projet reconnue, donc 45% de succès évalué, donc sur tout type de projet R&D, différents types de financement, et donc sur toutes les thématiques que nous avons vues précédemment. Donc les experts, donc le comité projet, qui est là donc pour soutenir la labellisation, et également tout le conseil scientifique, donc qui permet d'identifier les différents axes de recherche, de proposer des sujets pour les journées techniques, proposer des projets de recherche collaboratifs. Donc voilà, on a 2 comités d'experts. Et donc sur la partie financement qui peut donc tous vous intéresser si vous avez un projet donc sur la maintenance prédictive ou autre, on a vraiment 3 échelles. L'échelle régionale, qu'il ne faut pas négliger, car il y a quand même de belles enveloppes dans chaque région. Donc après, il faut prendre contact avec la chargée de projet qui vous suit. On a notamment tout ce qui est PIA3 régionalisé et des appels à projets thématiques et spécifiques à chaque région en fonction des spécialisations qu'elles ont. À l'échelle nationale, donc également plusieurs dispositifs possibles, dont BPI France, donc l'aide à l'innovation que Franck a utilisé sur Valuable Data, également donc du FUI ou du PSPC région, ça peut être englobé en fonction des budgets et des sujets. Et donc l'échelle européenne qui est également un poste très important où beaucoup d'enveloppes sont disponibles. Donc c'est pour ça que là je vais passer la parole à mon collègue Antoine Hubault qui est en charge de toute la partie projet européen. Donc si vous avez des questions plus spécifiques sur ce type de projet, ce sera vers lui qu'il faudra se tourner. Antoine, c'est à toi. Nous avons perdu Antoine. Antoine. Ah. Il est où? Alors, Antoine, perdu Antoine. on semble toujours être dans la salle, en tout cas, mais on n'a pas de contact. Alors, ce que je propose, c'est que pour le coup, on prenne les questions en attendant qu'Antoine puisse revenir dans l'interface. Donc, je commence par la dernière question qui a été posée par Magali pour Franck. La société Valuable Data peut-elle intervenir dans le Grand Ouest de la France? Nous pouvons prescrire vos services auprès de nos clients. Nous sommes implantés à Nantes. Oui, tout à fait. Nous pouvons intervenir partout en France, bien que nous soyons lyonnais de base. Nous avons effectivement, quand on parlait tout à l'heure de Easy et de Rodolphe Boré, le concepteur de centrale hydraulique, il est précisément basé à Nantes. Donc oui. Très bien, merci pour cette réponse. Alors Antoine a rejoint la réunion. Est-ce qu'Antoine, il est là? Magnifique. Alors, normalement, vous devez m'entendre maintenant. Oui. Très bien. Très bien, excusez-moi. Effectivement, les solutions de financement en Europe, donc j'ai voulu vous mettre en avant 2 types de financement. Les premiers que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle du cascade funding, c'est-à-dire des projets européens qui visent à accompagner les entreprises sur des petites sommes, des petits projets, qu'ils soient individuels ou collaboratifs à petite échelle. Donc, Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs permet à une entreprise individuelle donc d'avoir un cofinancement Pardon, je vous remets dessus. D'avoir un cofinancement de 60 000 euros pour une PME qui souhaiterait s'équiper pourquoi pas d'un pro logiciel
dans l'industrie manufacturière. La date de limite de dossier étant fixée au 6 août, nous serons bien évidemment à votre disposition si vous voulez creuser un peu plus et trouver les bonnes personnes pour vous accompagner éventuellement aussi sur ce projet. L'autre, IoT for Industry, de la même façon, propose jusqu'à 60 000 € de subvention dans la limite d'un projet de 120 000 € quand il s'agit de faire une démonstration, mais ils peuvent tout aussi bien financer une étude de faisabilité avec 25 000 € de subvention, donc qui vous donnerait un premier pas. Alors, celui-là demandant d'avoir collaboration avec un fournisseur de solutions qui ne soit pas du même pays. Je suis bien désolé pour Valuable Data, mais je ne fais pas leur publicité sur ce coup-là. Nous avons toutefois connaissance, enfin nous avons un réseau qui nous permet d'accéder à des entreprises qui sont capables aussi de fournir des solutions logicielles dessus. La date de limite de soumission est au 11 juin, mais on doit pouvoir être capable de vous accompagner dessus dans les quelques jours dans la dizaine de jours qui restent, si vous souhaitez en savoir plus sur cet appel à projet. Voilà, donc là on est sur des petites sommes, des choses qui sont soit individuelles, soit collaboratives à deux, pour des petits projets, entre guillemets. Toutefois, il y existe d'autres types d'appels à projets dans lesquels la maintenance prédictive va jouer un rôle déterminant, qui auront lieu en 2020 et sur lesquels nous serons toujours à la recherche d'entreprises ou de solutions si elles souhaitent faire développer en fait une brique de leur solution au travers d'un projet collaboratif. En s'inscrivant dans un projet plus large, on peut faire les développements qui nous concernent soi, sans forcément que ce soit d'aller chercher 6 millions ou 8 millions d'euros dans son projet uniquement là-dessus. Donc quand on a une solution à 200, 300, 500 000 euros qu'on souhaiterait développer, on peut s'inclure dans ces projets-là, c'est à ça qu'ils servent. Donc j'ai sorti 2 projets importants à venir, Energy Efficient Manufacturing System Management, dans lequel la maintenance prédictive, comme l'a dit Franck Tchéki, a un rôle à jouer pour faire des économies d'énergie. Et bien sûr, sur le contrôle qualité, pour le manufacturing intelligent. Donc ces Innovation Actions, IA, vous permettent d'arriver à un démonstrateur industriel, au TRL, donc au niveau de maturité numéro 7, qui est le démonstrateur industriel. On part de solutions déjà existantes et on les amène. Donc là-dessus, Valuable Data peut être un partenaire sur lequel vous appuyez dans le cadre d'un consortium européen beaucoup plus large. Voilà. Le dernier, Artificial Intelligence and Big Data Technologies for Process Industries, c'est le développement d'une roadmap qui guidera les prochains appels à projets d'Horizon Europe. Elastopol réfléchit à se positionner sur cette action. C'est une action de communauté qui doit nous permettre à nous de faire remonter vos besoins et votre vision de la maintenance prédictive pour l'industrie manufacturière du process et bien sûr l'industrie du caoutchouc rentre complètement dans cette catégorie. Juste pour votre information, il y avait 2 autres appels à projets sur lesquels le pôle a candidaté et a emmené 2 entreprises qui malheureusement n'ont pas été retenues, ces projets-là, mais qui étaient aussi sur la captation de data en vue d'améliorer la maintenance prédictive et l'outillage des machines. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel au niveau européen, nous sommes déjà actifs, nous commençons à avoir une bonne expérience et nous avons les partenaires qui pourront vous y accompagner.
Voilà. Je vous remercie. Je relaisse la parole à Elodie pour conclure. À Amélie, pardon, pour conclure. Voilà, donc, du moins des précisions. Donc, voici la carte, voilà, donc nos 5 bureaux. Orléans, donc le siège avec donc les différents contacts. Antoine, voilà, sur la partie Europe. Pour les projets, vous pouvez directement contacter donc Élodie Lacassagne, qui gère également donc la région Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, donc Nantes, Sandra Garel, Île-de-France, Aurélie Répéto, et moi-même pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors juste un petit focus sur les événements à venir qui pourraient vous intéresser en termes d'innovation. Le 13 juin, nous organisons donc une journée technique recyclage et revalorisation des élastomères à Bruges, donc à proximité de Bordeaux. Les inscriptions sont ouvertes, le programme est en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. En tant qu'adhérent, vous êtes également tous conviés à l'Assemblée Générale 2019 qui se tiendra à Orléans le 20 juin. Et alors, pour la journée, une journée technique également biomatériaux, dispositifs médicaux en région Rhône-Alpes, à Solès près de Lyon, le 9 juillet. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas maintenant à poser toutes vos questions à Franck ou à nous-mêmes, Elastopol, ou à Abel Kéchou pour Jessica, si vous voulez des précisions. Merci. Moi, j'en profite pour parler d'un événement Valuable Data. Auquel du coup nous associons Rodolphe Boré de Easy, puisque nous avons conçu cet événement ensemble qui a lieu à Nantes, donc ça permet de répondre à la question qui a été posée tout à l'heure aussi. Donc je me tiens à votre disposition pour vous donner les éléments concernant cette manifestation, cet événement qui est une table ronde qui est d'ailleurs sur le site d'Elastopol, qui est une table ronde qui permet d'associer deux industriels, en l'occurrence Kuhn et puis un autre industriel qui propose des solutions dans l'aéronautique. Je vais laisser le suspense par rapport à ça, et qui permet de présenter un certain nombre d'offres aussi associées à la maintenance du futur. Merci beaucoup, Franck. On pourra peut-être intégrer, si vous avez un flyer de l'événement, on pourra l'envoyer avec les présentations PDF, puisqu'on a eu cette question sur la disponibilité des présentations. Donc, moi, j'avais posé quelques questions dans le chat. Alors, d'abord, je vais peut-être prendre la question de Magali. Valuable Data est-elle impliquée dans les programmes Industrie du futur? Alors oui, structurellement, donc les programmes. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par programme. Nous sommes lauréats du réseau Entreprendre du Rhône, donc visible à ce titre-là sur la base de ce statut de lauréat. Nous sommes aussi lauréats de Total Développement Régional, là encore dans cette logique d'industrie du futur. Après, il se passe plein de choses dans l'industrie du futur. On peut mettre beaucoup de choses derrière ces intitulés là. Mais voilà, notre positionnement est clairement orienté sur le sujet, oui. Merci de cette réponse. Pour information, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible aussi en replay. Je pense aux participants qui sont arrivés un petit peu après le démarrage. Donc, vous pourrez revoir le début. Donc, Franck, si vous voulez, on peut peut-être reprendre les quelques questions que j'avais posées. Oui. Donc, le progiciel intègre-t-il du machine learning, donc un apprentissage suite aux vrais et faux positifs dont vous avez parlé? Oui, alors j'ai répondu, me semble-t-il, pendant la présentation. Effectivement, on sait apprendre des événements, et notamment quand on constate un faux positif, on n'alertera plus la fois d'après un faux positif, et un vrai positif. On va même chercher à anticiper pour regarder ce qui nous a amené à cet événement et être encore plus pertinent dans l'anticipation. Parfait, merci. Lorsqu'on démarre avec une machine, est-ce qu'on peut intégrer des données d'historique? Oui, et c'est comme ça qu'on a validé la pertinence des algorithmes. Et c'est ce que je disais aussi, on est parti sur 3 années de données disponibles autour de compresseurs pour Terega, qui est la société qui distribue, qui est un concessionnaire de distribution du gaz dans le sud-ouest de la France, pour lequel on avait 3 années d'historique de données sur les compresseurs que nous pilotions. Parfait. Est-ce que dans le cadre de ces collaborations, et notamment avec GEFICA, vous avez pu obtenir des aides, financement ou avances remboursables? Alors oui, je viens d'en parler un petit peu. Donc nous sommes effectivement
Nous avons obtenu un financement, d'abord une bourse French Tech et ensuite une ADI, donc aide de développement de l'innovation, de la part de BPI. Ensuite, nous sommes d'ailleurs dans leurs locaux. Nous sommes lauréats du réseau Entreprendre du Rhône. Et enfin, pour l'instant, hein, nous sommes lauréats de Total Développement Régional. Et puis alors, le plus beau des encouragements, c'est quand même celui de nos clients historiques qui nous ont aidés à la fois sur leur retour métier et aussi sur le financement qu'ils nous ont permis de réaliser dans le développement de la solution. Merci beaucoup et bravo pour toutes ces aides et réalisations. Donc Magali avait un complément par rapport aux appels à projets Île-de-France déployés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Non, alors là pour le coup non. Ok, parfait. Mais tout à fait preneur d'informations et tuyaux sur le sujet. Très bien. Écoutez, si nos participants ont des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment. Alors, Magali qui fait un commentaire suivant. En Pays de Loire et Bretagne, nous avons des industries du futur et non en Île-de-France. Oui, c'est bizarre qu'effectivement. Bon, à creuser sur la partie Île-de-France. Je publie dans le chat mes coordonnées, parce que je crois que j'ai plus de visibilité. Donc, vous avez mon adresse mail et vous avez mon numéro de téléphone portable. Merci beaucoup pour ces informations. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Mais on va. Je vois que beaucoup de participants commencent à quitter la réunion. Je propose peut-être que l'on conclue en remerciant tous les participants et particulièrement Franck et Abel pour leur participation. Ce webinaire, il s'inscrit dans une offre de service du pôle, donc un accès gratuit bien sûr pour nos adhérents. Et nous continuerons notamment avec le cabinet Quadrinov pour de prochaines dates de webinars sur des sujets qu'on espère intéresser toujours plus la profession. Et nous vous remercions. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup à Abel et merci à Magali. Il y a des messages disant qu'elle me recontacterait. Parfait. Écoutez, on va clôturer le webinaire. Belle journée à tous et à bientôt alors. Merci. Bonne fin de semaine et bon week-end prolongé. Au revoir.